le président Mahamat Idriss Déby Itno doit s'attendre à être attaqué. Toutes les rébellions aux ordres du néocolonialisme et de l'impérialisme vont être surarmées dans les heures et les jours qui viennent pour attaquer N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est obligé d'engager des alliances avec le bloc anticolonialiste africain, avec le bloc panafricaniste africain et avec le bloc multipolaire mondial. Il y a des liens qui libèrent et il y a des liens qui aliènent. Il ne faut pas commettre l'erreur de Kadhafi. Si Assimi Goïta, général d'armée, président de la transition, chef de l'État du Mali, est encore aujourd'hui à la tête du Mali, c'est parce qu'il a noué à temps les alliances géostratégiques et géopolitiques qui libèrent aujourd'hui le Mali. Ainsi en est-il du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso et du président Abdourahmane Tchani à la tête du CNSP du Niger, chef de l'État. Il ne faut pas commettre l'erreur de se surestimer. Car tout seul, on ne peut rien. Mais avec ceux qui regardent dans la même direction que nous, nous sommes plus forts. Idriss Déby fils, l'actuel chef d'État du Tchad, avait averti de la possibilité d'une tentative de coup d'État. Et seulement quelques jours après, le temps lui a donné raison. Quelques jours seulement. Nous avons là les images des caméras de surveillance. À l'entrée principale, ces enregistrements montrent le déferlement d'un groupe d'individus sur les gardes du palais. La vidéo montre avec précision l'intrusion de ces individus dans l'enceinte de l'institution ainsi que la riposte des militaires en charge de la sécurité de la présidence. Et nous avons là Abderrahmane Koulamala, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, qui évoque donc la tentative de déstabilisation et explique qu'ils ont maîtrisé la situation. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Voilà ce qui était déjà disponible le soir du 8 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément à prendre en compte pour expliquer ce qui s'est passé? Déjà, le Tchad a récemment dénoncé le partenariat militaire avec la France et voilà qu'à peine 2 jours après les propos polémiques d'Emmanuel Macron, qualifiés d'inacceptables par N'Djamena, des événements troublants surviennent dans la capitale, jusqu'à ces événements atteignent le palais présidentiel. Est-ce qu'on peut parler de simple hasard? L'histoire regorge d'exemples où le refus de l'influence française a entraîné des répercussions graves, catastrophiques pour les dirigeants africains et les peuples africains qui s'y sont opposés. Vous allez remarquer une chose. Personne n'a réclamé l'attaque jusqu'à présent. À ma connaissance en tout cas, personne n'a réclamé l'attaque jusqu'à présent. Aucun groupe, même comme il y a déjà de grosses idées sur qui a pu faire quoi, mais aucun groupe n'a revendiqué cela. Point important aussi qu'on doit prendre en compte, c'est qu'aucune attaque d'une telle ampleur qui arrive à ce niveau ne peut se faire seule. De tels incidents nécessitent l'appui de puissances extérieures. On voit déjà la différence entre les annonces factices de rupture avec la France et les vrais mouvements de libération. On le voit déjà à la manière dont les représailles se font de manière plus ou moins immédiate. Et donc partant de là, le principe est simple. Ceux qui se font attaquer sont ceux qui veulent l'indépendance réelle. Les autres jouent au malin, point. Le maréchal Mahamat Idriss Déby avait prévenu que la rupture des accords militaires avec Paris entraînerait des tentatives de déstabilisation. Et maintenant, en quelques jours seulement, il fait face dans son palais à une insurrection des terreaux. Est-ce que ces éléments peuvent se produire sans le soutien de ceux qui maîtrisent le terrorisme au Sahel? Pas du tout. Rappelons un peu ce qui s'est passé. Le soir du 8 janvier, des tirs ont éclaté au palais présidentiel du Tchad à N'Djamena.
Plus tard dans la même nuit, les forces de sécurité ont annoncé avoir maîtrisé la situation. On a appris par la suite que l'attaque aurait été perpétrée par des militants de Boko Haram, provoquant des pertes humaines et des blessés. Le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouvait dans le palais présidentiel au moment de l'incident. Les forces de sécurité ont expliqué qu'ils ont repoussé l'attaque et qu'ils se tiennent prêts pour d'éventuelles offensives, puisqu'ils partent du principe que ça ne va pas s'arrêter là, que peut-être ils vont encore réessayer. Une question là me vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que Déby fils, après avoir été adoubé par l'Occident, se trouve maintenant attaqué? Si vous vous rappelez, à son intronisation, il n'y avait que Emmanuel Macron qui était présent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il se fait attaquer? La raison, elle est simple. Il ne veut pas commettre les mêmes erreurs que son père. Il a passé toute sa vie auprès de son père, qui a grandement souffert d'un phénomène particulier en Afrique, qui est des puissances étrangères viennent chez vous, prennent des décisions chez vous à votre place, et quand les conséquences de ces décisions arrivent, ces mêmes puissances, ces mêmes gens qui ont pris les décisions à votre place, vous pointent du doigt et vous accusent du fait que ça s'est mal passé. Ils vous accusent du désordre qu'ils ont eux-mêmes créé. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Souvenez-vous aussi, lors de l'acte patriotique du CNSP, en milieu 2023 au Niger, on avait émis l'hypothèse que le prochain pays sur la liste, à se débattre pour pouvoir se libérer de l'ordre unipolaire occidental, serait probablement le Tchad. Et pourquoi? Parce qu'il se retrouve coincé. Soit Déby fils suit la France, sachant que la France n'aura aucune pitié pour lui au moment où on voudra se débarrasser de lui, comme on l'a fait avec son père. Soit il mise sur le monde multipolaire actuellement drivé par la Chine et la Russie, avec un horizon où il peut se défendre de ses agresseurs, garder son pays dans une certaine stabilité, voire même commencer réellement à créer quelque chose de pertinent. Alors après le Niger, who's next? Eh bien beaucoup vous diraient que c'est le Tchad. Le Tchad aujourd'hui est un funambule absolu. Certains vous diront que le président Idriss Déby a été assassiné par les services français. C'est en ce qui me concerne le point de vue auquel je souscris. Et donc évidemment son successeur, qui se trouve être son fils Mahamat Idriss Déby, n'a pas particulièrement envie de se mettre à dos les services français, mais en même temps les Russes sont en train de coller une pression au Tchad sans précédent, et le Tchad est le nouveau pays sur lequel les Russes aimeraient avoir une influence. Le Mali, le Niger, eh ben, la logique, c'est très clairement le Tchad, qui est un grand pays, qui a des mines d'or, qui a beaucoup de matières premières, et qui, si il avait l'occasion de se développer de façon intelligente, pourrait exporter, pourrait transformer ses matières premières. Le Tchad est une des zones migratoires du peuple Peul. Le peuple Peul a un cheptel considérable. Lequel cheptel, on pourrait en récupérer les urines, par exemple, qui contiennent énormément de phosphate. Eh ben, en réalité, que ce soit pour le marché de l'urée ou le marché des phosphates, le Tchad aurait pu faire des choses. Mais là, aujourd'hui, le Tchad n'est pas du tout en mode blue economy. Donc, le Tchad aurait des opportunités économiques absolument colossal de développement, mais là aujourd'hui le Tchad est comme ça, avec pour le rôle de mon pouce Moscou et pour le rôle de mon index Paris. Et c'est très difficile de savoir en effet s'il est intelligent ou pas de basculer dans le camp russe ou dans le camp français.
Alors, les Russes ont plein d'options. Soit ils font un soft coup, c'est-à-dire qu'ils cooptent l'actuel président du Tchad et son réseau, et ils disent qu'à partir de maintenant, on vous protège, vous serez dans l'ère d'influence russe. Le Tchad pourrait s'y laisser séduire. Et en ce qui me concerne, je ne peux que observer que Paris est devenu absolument incapable d'assumer ses engagements entre guillemets, mais en tout cas d'assumer son influence dans la France-Afrique classique, disons la France-Afrique post-années 60. Bon, alors ce n'est pas plus l'influence russe que le désir des populations africaines à se libérer de la néocolonisation. On cherche tout simplement des partenaires fiables où il y en a. Vous avez compris l'idée globale. Le but ici, c'est de pouvoir au moins créer quelque chose. On n'est pas obligé d'être les vassals pour avoir des alliés fiables. Voilà, c'est un point que je voulais corriger dans cet extrait d'Idrissa Berkane. Déby Fils a donc cette volonté de rupture réelle avec l'Occident. Au vu de l'expérience de son père déjà, expérience qu'il a vécue avec son père, donc de sa propre expérience avec la France. Et c'est pour ça que la France considère cela comme une forme de trahison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Juillet, un ancien directeur des services secrets français. Au Tchad, comme vous savez, quand le président Idriss Déby a été assassiné dans le cadre d'un échange de tirs avec ses officiers supérieurs, la France a donné le feu vert tout de suite et a encouragé et a poussé à ce que ce soit son fils, Mahamat Déby, qui soit nommé chef d'État. C'est ça. Donc, et on nous l'a reproché dans les autres pays en disant, mais attendez, vous avez fait un coup d'État pour imposer votre candidat, alors que vous nous dites qu'il ne faut pas le faire et qu'on ne peut pas prendre le pouvoir par la force. Vous avez le Mali et vous avez le Niger, donc, qui ont basculé, et on a à côté le Tchad, et on voit Mahamat Déby qui a été nommé avec l'appui absolu des Français. Le seul président de la République qui était là à son intronisation, c'était le président Macron, il ne faut pas l'oublier quand même. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mahamat Déby, il y a 15 jours? Il est allé voir Poutine en Russie pour lui dire « Attendez, on est avec vous ». Estimant Déby Fils compromis, parce que celui-ci veut se dégager de la mainmise française, ils ont voulu l'éliminer. L'analyse faite par Franklin Nyamsi va exactement dans la même lancée que la mienne, avec des nuances sur la subtilité dont il est le seul maître. Le Tchad s'est retrouvé seul et orphelin face aux brigands surarmés de Boko Haram. Je vous fais l'hypothèse que Mahamat Idriss Déby Itno, général d'armée, homme de terrain, a compris qu'au minimum, ceux qui ont attaqué son armée ont bénéficié d'une complicité passive des forces de l'OTAN, qui sont bien représentées sur le sol tchadien, qui possèdent des satellites militaires, qui possèdent des drones de guerre, qui possèdent du renseignement militaire de qualité qui, elles, ne sont jamais attaquées. Vous avez remarqué qu'on tue les soldats tchadiens, mais on ne tue pas les soldats de l'OTAN, n'est-ce pas? Qui ose attaquer les soldats, des armées de l'OTAN? Ils sont hyper armés. On attaque les soldats tchadiens parce qu'eux, ils sont dégarnis. Et quand Mahamat Idriss Déby Itno se tourne vers ses parrains pour leur demander une aide décisive afin de porter une estocade fatale à ceux qui ont assassiné ces hommes, il se retrouve seul. C'est dans ce grand moment de solitude qu'il a décidé, quand il a vu les corps de ces hommes tués, parmi lesquels probablement des soldats qui lui sont proches et qui lui sont chers, il s'est souvenu que toute sa vie, pendant 30 ans à la tête du Tchad, son père avait vécu la même chose. Et qu'ils avaient toujours cette expérience de se rendre compte que les armes qui tuent leurs soldats sont des armes qui sont armées par les mêmes armes avec lesquelles eux, ils combattent l'ennemi. C'est-à-dire que les puissances qui arment les rébellions au Tchad sont même celles qui arment le gouvernement. Selon ce que nous a dit le père Idriss Déby Itno. Les mêmes qui me critiquent sont les mêmes qui organisent des attaques contre moi. Ça, c'est la deuxième raison. Leur objectif, c'est que le Tchad reste dans l'instabilité, peu importe celui qui est président du Tchad. Donc, en fait, nos vies ne valent rien dans leur plan. Elles peuvent être sacrifiées à tout moment, comme celle de mon père le fut. Voilà le raisonnement que je reconstitue et qui a traversé l'esprit du président tchadien. Sous le président Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad n'a pas été extrêmement coopératif, avec toutes les initiatives de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel qui devaient être organisées à partir de son sol. À partir du sol tchadien, il était prévu de punir le Niger.
Plusieurs projets d'attaque à partir des frontières est du Niger, c'est-à-dire à partir de bases arrières en territoire tchadien, avaient été élaborés. Ils ont échoué en raison de l'étroite collaboration des autorités de N'Djamena et de Niamey. Cela n'a pas été du goût de ceux qui auraient voulu que les tombeurs de Bazoum finissent en méchoui. Vous avez compris? Le président Mahamat Idriss Déby Itno a contracté par là une rancune de la part des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales qui auraient voulu que le Tchad servît de base arrière pour réasservir à zéro le Niger. Le fait d'avoir refusé cela lui a valu son inscription en liste rouge. Et lui-même au courant de ces raisons, c'est ce qui l'a amené à prendre la décision. Parce qu'il sait que dans ces conditions, Cabrimo n'a pas peur de couteau. Vous connaissez le proverbe ivoirien? Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est Nyangami, c'est Nyangami. Macabo Mambel, les macabos sont cuits. Il s'est rendu compte de l'efficacité de la lutte antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que cette alliance a été constituée, entre le Mali, le Burkina et le Niger, les coups que cette alliance porte aux terroristes sont plus efficaces que ceux de tous les pays de la CEDEAO et de tous les pays d'Afrique centrale. Mahamat Idriss Déby Itno est un officier. Il sait comparer l'efficacité des unités. Il sait comparer les résultats. Il sait lire les cartes d'état-major. Il sait regarder la réalité géopolitique et géostratégique sous-régionale. Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? La seule alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui, c'est l'alliance des États du Sahel. Donc, au lieu d'aller avec des gens qui ne réussissent pas, n'est-il pas plus intéressant d'aller avec ceux qui réussissent? Sa décision sonne un rapprochement tactique, géostratégique avec l'Alliance des États du Sahel. Parce que les résultats de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste sont beaucoup plus probants que ceux de la CEDEAO ou ceux de la fameuse force mixte. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas raté le fait qu'il a été en réalité mis en concurrence par ses tuteurs français et américains avec son ancien Premier ministre, Cheikh Masra. Mahamat Idriss Déby Itno l'a écrit dans son livre que j'ai ici. Il n'a pas aimé qu'on ait forcé sa main pour nommer comme Premier ministre pendant quelque temps celui que j'appelle depuis lors Cheikh Masra. Il sait qu'on joue Cheikh Masra contre lui, tout comme on le joue lui contre Cheikh Masra, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à la tête du Tchad un dirigeant solide. Il n'a pas aimé le fait d'être à un moment donné mis sur un balançoire avec Cheikh Masra. Il n'a pas aimé ça du tout. Pour le monde occidental, le Tchad ne doit jamais se développer. Et cette phrase vaut pour tous les pays africains. Absolument tous, sans aucune exception. Mais là, on va rester particulièrement dans le cas du Tchad, ok? Pourquoi est-ce que la déstabilisation du Tchad est une opportunité pour l'Union européenne et ses alliés? Le Tchad est un pays clé pour les intérêts occidentaux en Afrique, notamment les Français, à raison de sa position géographique qui est au cœur de l'Afrique et de ses ressources stratégiques comme le pétrole et l'or. La déstabilisation du Tchad a historiquement permis aux puissances occidentales de contrôler indirectement l'intégralité de ses ressources. La chanson, vous la connaissez déjà. Par exemple, lorsque le pays était plongé dans des guerres civiles alimentées par la France dans les années 1970 jusqu'à 1990, l'État était affaibli et incapable de négocier des contrats équitables pour ses ressources. Cela a profité à des compagnies occidentales, notamment françaises et américaines, qui ont pu donc exploiter le pétrole tchadien sous des conditions scandaleuses, qui ont pu exploiter les mines d'or tchadiennes sous des conditions scandaleuse. En fait, c'est le seul mot qui me vient. C'est scandaleux tellement c'est un désavantage pour le Tchad. En 2003, par exemple, la Banque mondiale a financé le projet de l'oléoduc Tchad-Cameroun qui permettait aux compagnies occidentales comme ExxonMobil de transporter le pétrole tchadien vers les marchés mondiaux. Bien que le projet promettait des bénéfices pour le développement du Tchad, toujours avec des promesses, une grande partie de ces revenus ont été détournés pour financer des armes et des guerres internes, ce qui a plongé encore plus le pays dans l'instabilité. Le chaos au Tchad permet aux puissances occidentales, notamment à la France, de maintenir une présence militaire sous prétexte de lutte contre les terreaux. Cette présence leur donne un accès stratégique à l'ensemble de la région du Sahel.
On a vu sur cette chaîne, dans une précédente vidéo, comment est-ce que à partir du Tchad, les gars arrivaient à contrôler un ensemble de choses dans le Sahel. Le Sahel, c'était une sorte de zone tampon, de zone au milieu, de zone au centre, entre l'ensemble du déploiement militaire français en Afrique. La France ne gardera que 5 points d'appui en Afrique. Le Sénégal et Djibouti comme façade maritime, la Côte d'Ivoire et le Gabon tournés vers l'Afrique équatoriale et centrale et surtout N'Djamena au Tchad, sorte de porte-avions avancés au centre du dispositif. C'est pour ça que le départ demandé par Déby Fils fait très mal à la France. Ça leur fait encore plus mal parce que le Tchad est une zone importante pour leur contrôle militaire en Afrique. Depuis les années 1980, la France a maintenu une base militaire permanente en N'Djamena. Et lors des conflits internes, comme pendant la guerre civile entre les partisans de Goukouni Ouédéni et Hissène Habré, cette présence militaire a uniquement servi à protéger les intérêts géopolitiques français. Et ça a toujours servi à ça. C'est pas un cas isolé dans l'histoire. Ça n'a servi qu'à ça. Et ça ne sert qu'à ça systématiquement. Nous devons comprendre que comme toute l'Afrique et tout pays d'ailleurs, un Tchad déstabilisé est plus dépendant des puissances étrangères pour maintenir son pouvoir en réalité. Ce qui empêche l'émergence d'une autonomie régionale forte. En 2008, Idriss Déby Itno, le père, a été sauvé d'un coup d'État grâce à l'intervention directe de l'armée française. Je dis bien l'intervention directe. Cette dépendance à la France a permis de conserver une influence politique et économique majeure sur le régime, tout en continuant à exploiter les ressources tchadiennes sans aucune résistance, sans aucune retenue, sans aucune surveillance. Pourquoi l'Occident cherche à détruire la stabilité du Tchad? Un Tchad stable va devenir un acteur régional influent. Et donc, ça menace les intérêts et les arrangements géopolitiques qui sont favorables aux puissances occidentales. Quand le Tchad va atteindre une stabilité durable, son gouvernement va par exemple exiger des accords plus équitables sur l'exploitation de leurs ressources ou exploiter ça eux-mêmes et revendre juste. Et ça déprofite à qui? Aux multinationales occidentales. D'ailleurs, un Tchad stable va demander des remboursements. Par exemple, au début des années 2000, Idriss Déby le père avait tenté de renégocier certains contrats pétroliers pour augmenter les revenus du pays. Vous savez comment cette tentative s'est terminée? Déjà, ça a suscité de fortes tensions entre lui et les entreprises étrangères et les gouvernements étrangers. Et Déby a fait face à une farouche opposition. Farouche, je dis bien. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Occidentaux ont commencé à dire que voilà, désormais, Déby est soutenu par les puissances extérieures autres qu'eux. Donc, ils peuvent essayer de tenter de le renverser. C'est comme ça qu'il a baissé la garde. Ce qu'on doit réaliser, c'est qu'un Tchad stable pourrait jouer un rôle clé dans les alliances africaines. Les alliances justement qui visent à prôner la souveraineté de l'Afrique. Comme l'AES. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés que dans cette mouvance-ci, le Tchad rejoigne l'AES. Ce serait extraordinairement pertinent pour eux, parce que le Tchad isolé ne peut rien. Or, avec un groupe en étant uni, et n'oublions pas que ce sera juste la continuité de ces pays, le Mali est lié au Burkina Faso est lié au Niger, Niger est lié au Tchad. Donc ce sera juste une continuité, et cette continuité-là va les renforcer, et va faire une organisation d'une robustesse extraordinaire. Et aussi, elle sera très flexible. Parce qu'il ne suffit pas d'être dur pour être résistant. Il faut aussi parfois être mou. Pouvoir absorber les chocs. Et pas seulement les contrer. Parce qu'il y a certains chocs qui étaient obligés de te plier en fait pour pouvoir encaisser ça et reprendre ta forme. Donc, je vois très bien pour la suivi du Tchad et d'Idriss Déby Fils qu'à un moment donné, ils rejoignent l'AES. Et ce ne serait qu'une suite logique en réalité. Après la mort de Déby père en 2021, il y avait des rumeurs qui circulaient sur le soutien occidental à la trahison militaire pour pouvoir éviter l'arrivée au pouvoir de figures plus souverainistes ou encore panafricanistes. Donc voilà ce qu'ils redoutent en réalité. La gestion par l'Occident de la transition au Tchad a permis aux Occidentaux de conserver leur influence. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient jusqu'à présent. Un Tchad souverain aussi va faire quelque chose d'impressionnant, c'est qu'il va inspirer d'autres nations africaines à suivre des chemins similaires.
Pendant les années 1980, la tentative de Hissène Habré de renforcer l'appareil d'État tchadien a été confrontée à des guerres alimentées par l'ingérence étrangère, notamment la Libye, soutenue toujours par les puissances occidentales, dans un double jet terrible, parce que la France armait à la fois la Libye, mais aussi le Tchad. Donc, voir un Tchad qui est en train de se battre va motiver les autres. Un peu comme à l'époque, on avait vu au Burkina Faso, Thomas Sankara se battre et ça avait motivé les autres. Ou encore en Libye, on avait vu Kadhafi se battre et ça avait motivé les autres. C'est la même chose que le Tchad va générer comme esprit. Aujourd'hui, on voit Ibrahim Traoré, on voit Assimi Goïta, on voit Abdourahmane Tchani se battre et ça motive les autres. C'est beau de se rendre compte que voilà, on n'est plus seul. En créant ou en maintenant des divisions internes, ethniques, politiques ou religieuses, les puissances occidentales empêchent l'unité nationale et affaiblissent le Tchad. Et je répète, c'est la même chose dans tous nos pays. Et donc, qu'est-ce que ça fait immédiatement? Ça réduit la capacité du pays à se développer de manière autonome ou à pouvoir même résister tout simplement aux ingérences étrangères. Pendant la guerre civile que j'ai évoquée là, des années 1970 à 1980, la France et les États-Unis ont soutenu Hissène Habré contre Goukouni, alors que ces derniers bénéficiaient du soutien de la Libye, qui elle était aussi soutenue toujours par les Occidentaux. Donc, ce qui se passait en gros là, c'est que les gars testaient leurs armes sur nous. Ce conflit, exacerbé par des ingérences extérieures, a maintenu le Tchad dans un état de guerre permanente, empêchant toute tentative d'unité ou encore de développement. Ça stoppait net les processus. La déstabilisation du Tchad n'est pas un accident, mais c'est une stratégie délibérée pour pouvoir maintenir sous contrôle le pays. Et voilà encore une tentative qu'ils ont essayé de faire. Voilà encore une autre tentative de déstabilisation. Pour que l'Afrique se libère du joug colonial, il est impératif que les Africains comprennent les dynamiques, toutes ces dynamiques-là, et soutiennent les initiatives visant à se stabiliser et à unifier leur nation. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je vois certaines personnes parler de séparation, oui, moi je suis trop bien pour être un tel de telle population, je suis trop bien pour être un tel de telle autre population, il y a la différence entre les X et les Y, toujours en Afrique, ça me fait rire. Parce qu'aux yeux des autres, on est tous pareils. Au fond même, à nos yeux, on est tous pareils. Tout ce que l'on a à faire là, c'est de s'unir pour combattre d'abord le plus urgent. Que tu sois de tel pays, que tu sois de tel autre pays, que tu sois de telle nation, que tu t'estimes mieux que X ou Y, ça n'a aucune importance. Ça ne veut rien dire, ça ne vaut rien. Et c'est parce qu'on est là en train de se disputer sur des trucs débiles qu'on prend nos trucs et on est là, on ne dit rien, on ne fait rien. Ils nous volent tout et on regarde. On ne dit rien, on ne fait rien. Parce qu'on est trop occupé à dire que je suis trop différent de tel. Je suis différent de tel, je suis différent de tel. Tu es différent et alors? Dans toute la bêtise de certaines personnes sur Internet, vous entendez des absurdités pareilles. Donc, le Tchad n'est pas seulement une question tchadienne. Le sort du Tchad est le miroir de toutes les luttes que tous nos pays sont en train de mener pour leur souveraineté. Que nous tous, nous sommes en train de mener. Le Tchad n'est pas qu'une question tchadienne. Si vous réalisez ce que je viens de dire ici, peut être appliqué à tous les pays africains, à toutes les nations où il y a même des Noirs à travers le monde, ça s'applique. Dès qu'on comprend ça, on élimine les barrières des enclos coloniaux qu'on appelle des pays là. On élimine ces barrières et on soutient ce qui se fait bien. Point. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.